Bonjour, bienvenue à cette rencontre Trouver son programme d'études à la Faculté des sciences infirmières. Mon nom est Catherine Richard et je suis coordonnatrice à la gestion des études à la faculté et je vais animer cette rencontre. Donc, quelques points d'ordre technique avant de commencer. Je tiens à vous informer que la séance est enregistrée et votre micro est fermé pour toute la durée de la conférence qui va durer environ 45 minutes. Toutefois, je vous invite à utiliser la section Q&R ou Q&A qui est au bas de la page. On pourra répondre à vos questions par écrit pendant la rencontre ou sinon à l'oral à la fin. Si jamais vous voulez vous référer à la rencontre dans le futur, sachez qu'elle sera disponible sur le site web du service de l'admission et du recrutement dans quelques jours. Donc, voilà, aujourd'hui, on va s'entretenir avec Christine Genet, qui est professeure agrégée à la faculté, ainsi que Vanessa Leblanc-Malo, qui est infirmière praticienne spécialisée, une diplômée de l'UDM. Et le sujet du jour, c'est justement le programme de maîtrise en sciences infirmières, option pratique infirmière avancée, programme d'infirmière praticienne spécialisée. Alors, Christine, je te laisse la parole pour la suite des choses. Oui, merci. Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre un peu pour vous expliquer en quoi consiste le programme d'infirmière praticienne spécialisée et pourquoi choisir spécifiquement la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. La faculté, ce qui nous démarque, c'est la plus importante faculté des sciences infirmières francophones au monde. Donc, elle a été fondée en 1962. C'est la plus importante, ce qui est intéressant à savoir. C'est la première faculté aussi qui a offert le doctorat en sciences infirmières dans le milieu francophone. On est très fiers aussi à la faculté d'avoir un centre de simulation qui s'appelle maintenant le Centre d'expertise en simulation de la santé, qui a été reconnu par le Collège des médecins, est à la fine pointe de la technologie. Vous voyez d'ailleurs une image là, qui représente bien en quoi peut consister le centre de simulation et qui vous permet en tant qu'étudiant IPS de pratiquer justement vos techniques, de développer vos compétences dans un milieu comme ça, là, très développé. C'est une méthode de pédagogie qui est active, qui est stimulante, qui est diversifiée. On vise un apprentissage par compétences, donc c'est un apprentissage qui est graduel et c'est une pédagogie qui est active, adaptée aussi aux besoins des IPS. Il y a plus de 40 professeurs qui sont professeurs-chercheurs au sein de la faculté, mais plus spécifiquement pour le programme d'IPS, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 3 professeurs adjoints cliniques qui sont des professeurs qui sont à la fois IPS dans leur pratique quotidienne et qui, à raison de 2 à 3 jours par semaine, sont aussi professeurs avec nous à la faculté. Je vais te demander de changer, Catherine, la diapo. Donc, le fait de choisir aussi la faculté, ce que ça permet, c'est pour, s'il y en a des fois qui seraient intéressés aussi au niveau de la recherche, comme IPS aussi, il peut y avoir un volet recherche qui peut être inclus dans votre réflexion, dans votre parcours aussi professionnel. Donc, on est très centré sur l'approche collaborative de recherche. Il y a diverses chaires de recherche au sein de la faculté. Il y a aussi une bibliothèque qui est dédiée aux sciences du nursing, aux sciences paramédicales aussi, qui est dans le pavillon de la Faculté des sciences infirmières qui est là. C'est une bibliothèque qui est tout récemment rénovée aussi, qui est intéressante pour aller étudier. C'est un milieu qui est stimulant par son association étudiante. Il y a différentes activités facultaires, il y a un regroupement de diplômés aussi, et on offre du soutien aux étudiants tout au long du parcours académique, soit par un programme de pairs aidants qui vous permet là, de vous aider à travers votre cursus académique. Il y a aussi une travailleuse sociale qui est dédiée au programme des sciences infirmières là, à temps partiel. Il y a un programme de sentinelle aussi. Et il y a toute une équipe aussi qui travaille autour des étudiants qui sont dans le programme de praticienne avancée là, pour accompagner là, à travers tout le cursus académique. Le programme d'infirmière praticienne spécialisée, à quoi ça sert spécifiquement? Je pense que si vous êtes là, vous avez une idée de qu'est-ce que peut faire l'infirmière praticienne spécialisée, mais de se le rappeler aussi, à quoi sert le programme? C'est pour développer des compétences en pratique clinique avancée. C'est vraiment de développer sa pratique infirmière avancée. Ça permet aussi, le but du programme d'IPS, c'est aussi d'assurer l'accessibilité aux soins, de permettre une prise en charge du patient qui est globale, assurer une qualité des soins aussi. Le rôle de l'IPS aussi, ça va être un rôle dans la promotion de la santé, en faisant la promotion de saines habitudes de vie, la gestion de la santé aussi. Donc, c'est vraiment au cœur de la formation des IPS. L'objectif, c'est de travailler en partenariat avec la personne,
avec la famille, mais aussi avec tous les autres professionnels de la santé qui sont impliqués auprès de ce patient-là. Et l'objectif aussi de la formation, c'est de contribuer à l'enrichissement des connaissances, au développement des compétences des pairs. Donc, quand on est IPS, on a aussi un rôle de leadership auprès de notre collègue. Fait qu'au niveau de la formation, on essaye de vous outiller aussi à ce niveau-là pour devenir aussi des modèles de rôle auprès de vos collègues. Au sein de la faculté, il y a, quand on fait un programme d'IPS, un programme d'infirmière praticienne spécialisée, il y a comme 2 diplômes, 2 programmes à réaliser. Donc, il y a le programme de maîtrise en sciences infirmières qui contient 45 crédits et il y a un diplôme complémentaire en pratique infirmière avancée qui, lui, va dépendre selon la spécialité que vous prenez, qui va aller de 27 à 29 crédits. À temps plein, un étudiant qui s'inscrit dans le programme IPS va le faire en 6 trimestres, 2 ans, ou à demi-temps, ça va être en 3 trimestres. C'est les deux options, en 9 trimestres. C'est les 2 options qu'on a au niveau de la formation. À la faculté, on présente 3 options. Il y a différentes options comme infirmière praticienne spécialisée. Les universités avaient différentes options qu'ils pouvaient prendre. Nous, on donne la formation au niveau de 3 options. Donc, il y a les soins de première ligne. Donc là, on va penser à tout le rôle de l'IPS qui est plus au niveau de la communauté, au niveau de la première ligne, donc au niveau des GMF, au niveau des unités de médecine familiale, des centres. Ça peut être aussi dans une mission communautaire des CIUS ou des CIS. On pense éventuellement peut-être même dans les centres jeunesse, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une prise en charge de la maladie chronique des gens dans les expériences de vie, autant de la grossesse jusqu'à la fin de vie, avec des problèmes de santé courants aussi. Si on pense à la deuxième spécialité qu'on offre, c'est les soins aux adultes. Soins aux adultes, c'est plus dans un contexte hospitalier à ce moment-là. Donc, on veut intervenir auprès de personnes qui ont des conditions de santé chroniques, mais qui sont hospitalisées pour une période, pour un épisode aigu ou qui ont des problèmes aigus hospitaliers courants. Les milieux de pratique vont être surtout au niveau de l'hôpital, dans différentes cliniques, différentes spécialités. Donc, on va en retrouver des fois en cardio, en néphro, en onco. On peut en retrouver en médecine interne aussi. Donc, il y a différentes spécialités au sein des soins aux adultes. Et la troisième option qu'on offre à la faculté, c'est la santé mentale, qui est une option qui permet d'accompagner les personnes de tous âges dans la prise en charge de maladies aiguës, chroniques ou complexes, qui incluent de la santé mentale à ce moment-là. Donc, on va suivre les patients en contexte de santé mentale à ce moment-là. Les milieux de pratique possibles, ça peut être autant dans la communauté. Donc, des fois, il pourrait y avoir une IPS de santé mentale au sein d'un GMF. En même temps, ça peut être aussi dans des milieux hospitaliers, donc dans des cliniques externes. Il y en a même dans certains contextes, c'est dans des milieux surspécialisés. Donc, et c'est un milieu où les besoins sont vraiment très présents au niveau de la pratique future, là, au niveau des IPS. Au niveau des stages, chaque spécialité inclut un stage dans les milieux de pratique futurs. L'objectif des stages, c'est d'offrir une trajectoire à l'étudiant pour qu'il développe ses compétences tout au long des cycles de stage. Les stages sont d'une durée totale de 950 heures, donc environ 120 jours de stage pour chacune des options. La supervision, de plus en plus d'IPS dans le milieu, donc la supervision des stagiaires se fait principalement par des IPS qui sont des préceptrices. Par contre, ça n'empêche pas qu'à certains moments, il va y avoir de la collaboration de d'autres professionnels de la santé. Donc, dans certains contextes, il pourrait y avoir un médecin qui supervise, qui collabore à la supervision d'une étudiante. Dans d'autres moments, ça pourrait être une infirmière qui a une pratique avancée dans son domaine qui pourrait superviser. Donc, tout ça se fait en collaboration et la place de stage, une des forces au niveau de la faculté, c'est que la place des stages, elle est trouvée par l'université. Donc, vous n'avez pas à faire votre recherche de place de stage. L'université trouve, elle a des partenariats avec les milieux de soins et c'est l'université qui identifie les places de stage pour vous et qui planifie ce continuum-là pour vous pour répondre le plus besoin, à la fois aux besoins des milieux cliniques, mais aussi aux besoins des étudiants dans leur apprentissage. Le programme IPS, c'est un programme des cycles supérieurs qui se voit attribuer aussi un soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. C'est pour vous permettre justement, pour favoriser le recrutement d'étudiants pour venir faire le programme d'IPS. Le ministère de la Sécurité et des Services sociaux, de la Santé et des Services sociaux a décidé d'octroyer des bourses d'une valeur de 60 000 pour l'ensemble de la formation. Donc, dépendamment si vous êtes à temps plein ou à demi-temps, là, la distribution de la bourse va être différente, mais au premier trimestre d'études, tout le monde reçoit une bourse de 30 000 $. Puis après ça, le deuxième versement se fait selon si vous êtes à temps plein ou à demi-temps.
Quand il y a des stages qui se font en région, ça arrive à l'occasion qu'il y a certains stages qui peuvent se faire en région. À ce moment-là aussi, il y a un dédommagement qui est offert, une bourse de compensation qui est faite à ce moment-là. Vous pouvez aller consulter. Là, on vous a mis un lien que vous pourrez aller consulter si vous voulez avoir plus de détails. Mais ce financement-là vous permet de vous consacrer pendant vos 2 ou 3 ans là, à vos études. Pour ceux qui se questionnent par rapport aux critères d'admission, donc, c'est bien entendu pour faire un programme de maîtrise, ça prend un baccalauréat en sciences infirmières ou l'équivalent. Donc, il faut préalablement avoir fait son baccalauréat. Il faut avoir une moyenne au niveau du baccalauréat qui est de plus de 3 sur 4,3. S'il y en a qui viennent de d'autres universités, des fois, c'était sur 4. À ce moment-là, là, ça va être étudié en fonction de ça, mais ça prend au moins un 3 sur 4,3. Ça prend une excellente connaissance de la langue du français, une bonne compréhension de l'anglais parce que vous avez des travaux écrits, vous avez des textes à lire, donc ça prend cette compréhension-là. Il faut être membre en règle de l'Ordre des infirmières. Et au 1er mars de l'année courante, donc si par exemple vous voulez postuler pour septembre, en date du 1er mars de cette année, vous devez avoir acquis une expérience clinique minimale de 3 360 heures à titre d'infirmière. On ne calcule pas le temps que vous pouvez avoir fait comme CPI. Et ça, c'est au cours des 5 dernières années. Puis minimalement, vous pouvez avoir fait 3 360 heures en général comme infirmière, mais si vous décidez de postuler, par exemple, en santé mentale, bien, il faut minimalement avoir fait 1680 heures en lien avec l'option choisie. Donc, en lien avec la santé mentale, en lien avec les soins aux adultes ou en lien avec la première ligne à ce moment-là. Il faut aussi réussir un test qu'on appelle dans le jargon le test Casper, qui est comme un test qu'il faut faire avant. Il faut le faire avant d'être admis, mais vous pouvez poser votre candidature et faire le test. Là, vous avez une date limite pour faire le test qui est au début du mois de mars. Les admissions sont jusqu'au 1er mars, mais vous pouvez vous inscrire et faire le test Casper aussi, mais ça nous prend ça pour évaluer votre candidature. Donc, si vous voulez aller faire cette demande d'admission-là, où vous devez aller sur le site des admissions de l'Université de Montréal. Vous devez, remplir, la faculté demande de remplir un formulaire de demande d'admission. Vous allez voir ce formulaire-là, entre autres pour le programme IPS, c'est pour un peu avoir une idée de quelle spécialité vous venez, pour essayer de savoir aussi, parce que c'est un programme de spécialisation. Donc, on s'attend justement avec les heures que vous avez faites en pratique antérieurement, on s'attend que vous ayez une certaine pratique. Donc, on va essayer de focusser sur cette spécialisation-là. Donc, on veut savoir c'est quoi vos objectifs aussi, vers où vous voudriez aller travailler comme IPS. Ça nous aide aussi à penser en termes de stage futur pour vous, même si ce n'est pas tout de suite en rentrant. Nous, ça nous permet de planifier et de faire des liens avec les milieux cliniques. Vous avez besoin d'une copie de votre permis de l'Ordre des infirmières, un curriculum vitae sur 2 pages. Ce n'est pas très long, mais au parler de vos expériences cliniques que vous avez faites, ça nous prend une attestation des heures travaillées que vous allez chercher au niveau de la direction des ressources humaines de votre employeur qui nous certifie que vous avez fait le nombre d'heures demandées au préalable. Et au besoin, là, vous pouvez faire des demandes pour les reconnaissances des acquis en vue de l'admission. La date limite pour déposer étant le 1er mars 2022. Si vous avez des questions, des fois, il y a des choses particulières que vous voudriez valider, que vous voudriez questionner. Donc, vous avez différentes adresses là, à laquelle vous pouvez nous écrire. Je vous encourage aussi, là, c'est ça, si vous avez des situations par rapport aux heures travaillées, par rapport aux spécialités, tout ça, là, est-ce que mon travail dans tel milieu de soins, mon travail à l'urgence, est-ce que ça compte pour de la première ligne? Habituellement, oui. Mais de vraiment, si vous avez des questions plus précises comme ça, vous pouvez nous interpeller. Ça va nous faire plaisir aussi là, de vous répondre là, dans les plus brefs délais à ce niveau-là. Merci beaucoup, Christine. Donc, maintenant, je vais passer le micro à Vanessa Leblanc-Malo, justement, notre étudiante graduée du programme IPS. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Et puis, en fait, Vanessa, je voulais poser quelques petites questions avant de prendre les questions de l'audience. Donc, Vanessa, est-ce que c'est possible de nous parler, en fait, de votre parcours, le poste que vous occupez, votre spécialité, puis en fait, maintenant que vous travaillez, c'est quoi votre rôle concrètement?
Oui, ben en fait, moi, j'ai été à l'Université de Montréal pour mon baccalauréat, donc j'ai fait mon DEC-Bac automatiquement. J'étais en cheminement international à l'Université de Montréal. Après ça, j'ai terminé mes études et puis j'ai travaillé à l'hôpital du Sacré-Cœur à l'urgence. Et puis, je me suis concentrée, je suis partie après dans le nord du Québec faire du rôle élargi. Et puis, c'est à ce moment-là quand j'ai vu que l'autonomie d'une infirmière pouvait y être au sein de l'IPS. Donc, je suis revenue à Montréal et puis je me suis inscrite à l'Université de Montréal dans le programme IPS. Maintenant, j'ai gradué cet été comme infirmière praticienne spécialisée. J'ai passé mon examen de l'ordre tout récemment en novembre dernier. Et puis, je travaille dans un groupe de médecine familiale à Mercier, dans la rive sud de Montréal. Et puis, je siège sur un poste d'IPS au sein de ce groupe-là. Merci. Puis, est-ce que c'est possible de me dire pourquoi vous avez choisi l'Université de Montréal et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience d'étudiante, de l'ambiance à la faculté, puis qu'est-ce que vous retenez en fait là, de votre parcours à l'UDM? En fait, moi, j'avais choisi UDM parce que j'avais déjà fait mon bac auparavant à la Faculté des sciences infirmières à l'UDM. Je m'étais impliquée en tant que coordonnatrice des étudiants à l'époque et je trouvais que la collaboration entre le décanat et les étudiants était très bien. Depuis, j'aimais aussi le fait que la Faculté de médecine et la Faculté de pharmacie soient intégrées dans notre programme. Ça fait une belle complémentarité. J'ai vraiment aimé mon expérience étudiante. J'étais la représentante, moi, de la cohorte étudiante, donc ça m'a permis de siéger encore au sein du décanat. Et puis, les professeurs à la faculté sont très compétents, à l'écoute, sont professionnels. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai choisi UDM pour ma maîtrise. Et dernière question, avant de prendre les questions de nos auditeurs, est-ce que c'est possible de nous dire, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir avant d'entreprendre vos études ou est-ce que vous avez un conseil à partager à peut-être de futurs candidats ou candidates IPS? Eh bien, en fait, quelque chose que je pourrais partager avec vous, c'est que oui, la maîtrise, c'est tellement gratifiant, je regrette absolument pas, mais c'est quand même une très grande charge de travail, c'est exigeant, il faut s'en attendre. Ce que j'aurais voulu peut-être savoir avant de débuter la maîtrise, c'est d'apprendre à faire une bonne conciliation travail, maîtrise, famille et avoir un bon équilibre, un horaire stable, équilibré tout le long de la maîtrise pour maintenir une bonne santé mentale. Et puis, un petit conseil que je pourrais dire, c'est de toujours rester curieux. Il faut garder toujours notre chapeau d'apprenant. On a beaucoup d'expérience quand on arrive à la maîtrise dans notre domaine de spécialité, mais là, on retourne sur les bancs d'école, donc on remet notre chapeau d'apprenant pour apprendre davantage et être ouvert à l'apprentissage. Merci beaucoup, Vanessa. Donc, je vais prendre quelques questions, en fait, là, qui nous ont été posées. On a une question par rapport à la demande d'admission. Donc, est-ce que nous devons en faire deux, une pour la maîtrise et une pour le diplôme complémentaire, ou bien seulement une des deux? Je vais répondre. Idéalement, vous le faites pour les deux. Mais c'est sûr que si vous vous inscrivez pour la maîtrise avec option infirmière pratique avancée, automatiquement, on va vous inscrire pour le diplôme complémentaire. Donc, il y en a certains étudiants, des fois, ce n'est pas toujours nécessairement très clair. Là, fait que les étudiants qui s'inscrivent juste à un, mais automatiquement, on va vous inscrire à l'autre. Mais idéalement, si vous êtes en mesure de vous inscrire aux deux, c'est la meilleure façon de procéder là, à ce moment-là pour être sûr que votre dossier va être étudié. Mais on sait que des fois, ce n'est pas toujours très évident parce qu'habituellement, on s'inscrit dans un programme, mais là, à cause du diplôme complémentaire, des fois, ça demande ces deux inscriptions-là. C'est ça, je préciserais, là, c'est ça, apparemment, c'est souvent un oubli de nos étudiants là, dans ce programme-ci, donc qui applique pour la maîtrise IPS. Mais quand dans le processus d'admission, on va vous demander, voulez-vous mettre un deuxième programme? Alors là, à ce moment-là, oui, vous mettez le diplôme complémentaire. Mais quand il y a des oublis, comme Christine le disait, c'est pas grave, on peut faire des ajustements. Donc, j'ai une autre question. Je suis infirmier clinicien au Québec. J'ai une lettre de l'expertise appelée par l'OIQ afin de déterminer des cours recommandés selon l'expertise pour une équivalence IPS-PL. Donc, comment dois-je faire afin de terminer ces cours?
Là, c'est une question assez précise. Pour ça, je vous conseillerais de communiquer justement soit avec Mme Isabelle Daou, qui est là, ou peut-être au niveau de la faculté là, pour avoir de l'information parce que est-ce que certains cours qui vous sont reconnus à ce moment-là ou des choses comme ça, juste pour être certain de bien saisir vraiment votre question. Parce que oui, il y a des cours qui pourraient peut-être vous être reconnus. Donc, à ce moment-là, le programme pourrait être revu, il pourrait avoir moins de cours et tout ça. Donc, il faudrait voir là, plus en détail là, l'ensemble de votre dossier pour pouvoir répondre comme il faut à votre question. Merci. Ensuite, devons-nous réussir le CASPER MD avant le 1er mars? C'est que je sais qu'il y en a une date, là, Catherine, tu pourras me corriger, mais il y a une date d'examen CASPER qui est un petit peu après le 1er mars. En autant que vous la faites, cet examen-là, pour permettre l'étude de votre dossier. C'est ça qui est important, c'est que si nous, on n'a pas votre note au CASPER, on ne peut pas poursuivre l'évaluation de votre dossier. Sachez que tous les dossiers qu'on reçoit sont étudiés, à moins que certains soient incomplets, mais sinon, tous les dossiers sont étudiés, mais si on n'a pas la note au CASPER, on ne peut pas vous donner comme une note globale. À ce moment-là, votre dossier pourrait être rejeté parce qu'il est incomplet. Fait que vous pouvez, là, pas nécessairement le 1er mars, mais je pense qu'il y a une date là, au début du mois de mars qu'il faudrait le passer au plus tard à ce moment-là. Exactement. Ensuite, bonjour, est-ce que la maîtrise seule fait 2 ans ou la maîtrise et le diplôme complémentaire font 2 ans avant de faire l'examen OIIQ pour IPS? Dans le fond, c'est l'ensemble du programme. Donc, le programme de maîtrise, le programme de diplôme complémentaire. Donc, c'est un peu pour ça que Vanessa disait la conjugaison travail, famille, études. C'est un programme qui est assez chargé, là, on ne s'en cachera pas, pendant l'espace, vous commencez en septembre, puis vous avez même des cours là, qui se donnent pendant la session d'été. Puis la dernière année, vous avez des stages aussi qui se donnent durant le mois de juillet, même des fois, pour certains, ça va jusqu'au mois d'août. Fait que oui, c'est chargé. Par contre, en l'espace de 2 ans ou 3 ans, si vous êtes à demi-temps, vous avez terminé. Donc, vous pouvez passer votre examen de l'ordre pour le titre d'IPS à l'automne de l'année suivante. Fait que ça vous permet de ne pas trop décaler. Il y a d'autres places, des fois, que les cours se finissent à l'automne, donc ils ne peuvent pas faire l'examen avant la session d'hiver. Vous avez l'avantage que vous pouvez le faire tout de suite à la session d'automne. Ensuite, si notre moyenne est sous le 3.0, avons-nous une alternative? Il faudrait voir, généralement, ce qu'on vous encourage à faire, c'est peut-être faire des cours au baccalauréat pour justement essayer soit des cours dans des certificats ou pour essayer d'augmenter votre moyenne. Ça aussi, encore là, je vous demanderais peut-être de nous contacter pour qu'on essaye de peut-être vous orienter vers soit les cours les plus pertinents ou pour vous amener à réfléchir un peu à ce que vous pourriez faire en attendant. J'ai vu dans les questions la même chose, là, si on n'avait pas le nombre d'heures exact. C'est vraiment un minimum, un prérequis parce que ça prend une expertise clinique, ça prend une expertise de pratique pour pouvoir faire le programme d'IPS. Donc, si on ne vous aide pas en vous acceptant avant que vous ayez atteint votre minimum d'heures, Vanessa pourra peut-être là, confirmer là-dessus. Donc, peut-être si vous voulez garder l'intérêt aux études, il y a peut-être des choses que vous pouvez faire en attendant. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir. Là, nous, on est là aussi pour vous accompagner, même dans votre cheminement de réflexion. Fait que je ne sais pas, Vanessa, si tu voulais ajouter quelque chose pour ça. Mais non, Christine, tu as vraiment raison. En fait, l'expérience qui demande UDM, c'est tout à fait légitime parce que moi, on était un petit groupe de 5 personnes qui avaient l'expérience flush, là, dans le fond, puis on est rentré grâce à nos notes puis à notre dossier. Et puis, on le voyait que ceux qui étaient à côté de nous avec l'expérience de 10 ans, de 5 ans, bref, un peu plus, mais on voyait la différence, mais on est capable de faire quand même la maîtrise en 2 ans, puis tout va bien. C'est juste que oui, c'est important quand même qu'est-ce que UDM demande pour rentrer à la maîtrise. Merci. Ensuite, on demande quelle est la capacité d'accueil au programme. Le programme est-il contingenté? Comme exemple, combien d'étudiants ont été admis à l'automne 2021? C'est sûr que c'est un programme contingenté dans le sens que on ne prend pas tout le monde d'emblée en disant, ben OK, tous les dossiers sont valables et tout ça. Donc, c'est sûr que oui, c'est un programme contingenté. L'année dernière, on a une 50aine d'étudiants
il me semble, dans IPS de première ligne. On en a peut-être une trentaine en IPS-SA. Et l'année dernière, à mon grand malheur, étant professeur en santé mentale, on n'avait aucun étudiant en IPS de santé mentale. Donc, on espère fortement cette année avoir des étudiants qui sont intéressés par le programme IPS en santé mentale parce que les milieux nous ont parlé comment ils étaient déçus de voir qu'il n'y avait pas de candidature parce qu'ils en attendent dans leur pratique. Mais sinon, pour IPS-PL, c'est à peu près ça encore, une cinquantaine d'étudiants qu'on pourrait prendre dans le programme. Même chose pour SA, ça pourrait aller de 30, même ça pourrait aller jusqu'à 50, là, dépendamment. On n'est pas tant limité, mais c'est sûr qu'on ne prendra pas tout le monde. Tous les dossiers vont être étudiés, puis dans la mesure où ils répondent à la demande, c'est sûr qu'on va prioriser les meilleurs dossiers jusqu'à maximum peut-être une cinquantaine d'étudiants dans les spécialités. Ensuite, on demande, sommes-nous consultés en ce qui concerne le lieu du stage pour que celui-ci soit plus près de notre domicile, par exemple? Je vous dirais que c'est sûr que s'il y a des enjeux majeurs, une maman monoparentale ou des situations comme ça, c'est sûr qu'on est humain, donc on va essayer le plus possible de répondre quand il y a des enjeux majeurs. En même temps, l'objectif, c'est de répondre aux demandes du réseau, de répondre aux demandes du système de santé. Donc, c'est sûr qu'ils en ont besoin des IPS en région, ils en ont besoin en Saguenay, ils en ont besoin en Côte-Nord, il y en a besoin en Estrie. Mais les étudiants vont être quand même on ne pige pas au hasard, dire Vanessa, là, elle, ça a l'air d'y tenter, on va l'envoyer en Côte-Nord. On demande aux gens, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés, est-ce qu'il y en a qui pensent aller travailler en région plus tard. Et c'est pour ça qu'on vous demande justement le petit questionnaire d'admission pour déjà au préalable préparer cette réflexion-là dès l'entrée. Mais on n'a pas le choix de répondre aux besoins du milieu aussi. Là. C'est sûr que si on pense, par exemple, des postes d'IPS première ligne dans la région de Montréal même, à un moment donné, on va avoir atteint un certain niveau de saturation de ce que le système est capable de prendre comme IPS en première ligne, mais on va former pour l'ensemble de la province, là, éventuellement, c'est certain. Par rapport au nombre d'heures, donc on demande, par rapport aux 3360 heures, pouvons-nous être considérés à la maîtrise en sciences infirmières si les heures ne sont pas atteintes? Et aussi, est-ce que les heures supplémentaires sont calculées dans les 3360 heures, clinique de vaccination, formation continue, etc.? Comme je vous disais, il faut avoir le 3360 heures pour être admis à la maîtrise. Considérant les heures supplémentaires, là, c'est une bonne question. Je ne sais pas parce que ça va dépendre comment le service des ressources humaines indique. Est-ce que les heures supplémentaires sont indiquées dans les heures de travail? Donc, s'ils ne le départagent pas, nous, on ne pourra pas savoir si c'est des heures supplémentaires ou pas. C'est sûr que la formation continue, par exemple, ne rentre pas dans des heures de pratique. Mais eux, ils vont vraiment calculer le nombre d'heures de travail que vous avez fait, puis c'est les ressources humaines qui le calculent, puis nous, on se fie au total qu'ils nous donnent. Je ne sais pas, Vanessa, toi, dans le milieu, si tu vois s'il y a une différence, je ne sais pas. Personnellement, il avait calculé mes heures de temps supplémentaires. OK. Mais, évidemment, pas la formation continue comme tu as dit, mais oui, les heures supplémentaires, ils étaient calculées dans mon temps. Merci. Parfait. Ensuite, une question qui revient, c'est est-ce qu'il est possible de travailler en même temps qu'on fait la maîtrise à temps plein? Combien d'heures travailler est recommandé pendant la maîtrise? Je vais peut-être laisser Vanessa qui a la réalité terrain. Puis après ça, je compléterai, mais je vais te laisser la réalité terrain, voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est bon. À vrai dire, quand nous avons commencé la première session, moi, personnellement, avec la bourse, c'est quand même une bourse qui est très, très, très généreuse. Donc, je pouvais me permettre d'arrêter de travailler et de me concentrer à 100% à ma maîtrise. Dans la cohorte, je parle IPSSM, IPSSA et IPSPL. Comme je vous dis, moi, j'étais la coordonnatrice, fait que je connais un peu qu'est-ce que mes étudiants faisaient. Peut-être la première session, il y avait 50% des étudiants qui continuaient à travailler. Après ça, il y a beaucoup d'étudiants qui ont arrêté, dans le fond, de travailler puis se mettre en congé d'études complet. Parce que la maîtrise, c'est vraiment un travail temps plein. Moi, dans ma tête, j'arrêtais pas de dire ça à mes collègues qui voulaient s'inscrire à la maîtrise. C'est comme une job de 8 à 5, puis des fois, tu fais du TS la fin de semaine, tout dépendant des cours et des stages, puis comment tu veux t'avancer dans tes études. Donc, c'est quand même exigeant. Ça se fait, travailler temps partiel en même temps, mais dépendant des sessions aussi. Voilà.
Moi, ce que j'ai déjà vu aussi auprès des étudiants, c'est qu'il y en a certains qui gardaient un lien d'emploi. Oui. Puis quand arrivait, bon, l'été, la période des fêtes, là, des fois, ils allaient redonner du temps à ce moment-là. Je vous dirais aussi qu'une des, puis tu me diras, Vanessa, mais pour enseigner à aux étudiants IPS, des fois, ce qui est difficile, c'est changer son chapeau d'infirmière clinicienne en infirmière praticienne. La façon Ouais. de regarder le problème, la façon de questionner, la façon d'évaluer va être différente un peu. Fait que des fois, de trop retourner dans la clinique, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que c'est plus difficile après ça d'enlever notre chapeau de clinicienne. Fait que c'est toujours dépendamment aussi là, de vos besoins financiers. Là, si vous avez une famille à faire vivre, bien, c'est sûr que des fois, on n'a pas le choix d'aller travailler, mais des fois, ça peut complexifier un peu les apprentissages parce que vous remettez votre chapeau de clinicienne qu'on essaye de vous faire modifier en cours de formation. Tout à fait d'accord. Une question qui revient encore par rapport aux heures. Est-ce que les heures complétées comme infirmière dans un programme de recherche est comptabilisée dans les heures? Encore là, ça sera à discuter. Ça serait de voir qu'est-ce que vous faites dans un programme de recherche. Est-ce que c'est un programme de recherche ou c'est de la recherche clinique que vous faites dans certains contextes de recherche, il y a peut-être des soins à donner. Fait que ça va être vraiment de voir avec les ressources humaines comment ils vont le qualifier, puis peut-être de le justifier dans votre CV. Qu'est-ce que vous avez fait, puis pourquoi tel type d'heures dans votre projet de recherche, vous pensez que ça pourrait compter pour de l'expérience, par exemple, en première ligne ou en soins aux adultes? Ensuite, pour l'option demi-temps, à quoi peut ressembler une grille d'horaire par session? Là, je ferme les yeux parce que j'essaie de visualiser la grille d'horaire, mais généralement, c'est sûr qu'il y a moins de cours, fait qu'il y a peut-être 2 à 3 cours par session. Il y a aussi une des sessions d'été qui n'aura pas de cours à ce moment-là. Je pense que c'est la deuxième session d'été qui n'aura pas de cours. Fait que de façon générale, la façon dont les cours sont faits, dépendamment chaque cours est à peu près de 3 à 5 heures par semaine, dépendamment du nombre de crédits attribués au cours. Fait que des fois, vous pouvez avoir comme 2 jours par semaine, mais comme Vanessa disait, avec les lectures, avec les apprentissages, vu que c'est un apprentissage souvent par problème ou par compétence. Donc, c'est beaucoup de lecture puis de pratique à la maison. Donc, c'est au moins là, facilement, même à temps partiel, il faut compter peut-être 2 à 3 jours par semaine où vous êtes dans vos choses scolaires. Puis le reste du temps, vous pourriez travailler, par exemple, si vous avez besoin de travailler en même temps là, pour arriver là, à vos fins. Merci, Christine. Quelques petites questions sur le processus d'admission. Je vais regrouper quelques questions ensemble. Donc, quelle est la pondération du résultat de Casper considéré pour l'admission? À quel point le résultat au Casper peut influencer notre demande d'admission? Et on demande parallèlement comment se déroule le processus d'analyse du dossier suite à la demande d'admission, de quelle façon notre rang est-il déterminé? Mais dans le fond, l'idée de la question avec la pondération de Casper, c'est un peu comme ça. Nous, on prend les dossiers, on ne connaît pas les noms, on ne connaît pas les étudiants. Donc, je voyais quelqu'un aussi qui demandait si on est étudiant à l'Université de Montréal, est-ce que ça augmente nos chances, tout ça. Nous, on prend chacun des étudiants, puis c'est comme si on indique les informations qu'on a, le nombre d'heures qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont atteint le nombre d'heures? Oui, non. C'est quoi leur note? Donc, à ce moment-là, c'est sûr que la note au baccalauréat va attribuer des points. Là, je ne peux pas vous dire vite comme ça la pondération. Je suis désolée, je ne sais pas si soit Catherine ou Isabelle avaient l'information, mais pour la pondération, je ne peux pas vous dire exactement. Mais c'est sûr que la note va être regardée. Ensuite, on va regarder c'est ça, les heures au niveau de la spécialité, si ça répond ou pas. On va regarder le Casper. Le Casper, ça ne changera pas de tout au tout là, votre note. Si vous avez des notes, si vous avez fait vos heures, si vous avez fait vos heures dans la spécialité, ça ne vous fera pas couler le Casper, pas du tout. Puis après ça, il va y avoir un pointage global qui va être mis à la fin à chacun des étudiants. Donc, en fonction des heures, en fonction des notes, en fonction du Casper, on va avoir une note globale. Puis là, bien, c'est sûr que ceux qui sont le plus en bas dans la note, bien, si on a 60 étudiants et qu'on en prend 50, bon, on va arrêter au numéro 50. Puis il va y avoir une liste de rappels. Fait que ça, sachez, par exemple, à moins que vous ne répondiez pas aux critères, mais il y a aussi une liste de rappels parce qu'il y a des étudiants qui postulent dans différentes universités. Il y a des étudiants qui changent d'idée aussi, qui ont planifié de faire le programme d'IPS, puis il y a des choses qui arrivent dans leur vie, puis qui disent, ah bien, finalement, c'est plus ça que je veux faire. Donc, il ne faut pas désespérer non plus si jamais vous vous faites dire que vous êtes sur la liste d'attente. Il y a toujours possibilité aussi de se faire appeler par la suite.
J'ai une question d'une maman qui habite un peu en fait à Sherbrooke, à Oui. l'extérieur de Montréal. Donc, elle se demande si c'est possible de faire le programme à distance. Sinon, les cours se donnent sur combien de jours par semaine? Est-ce qu'il y a d'autres mamans qui font le programme et qui réussissent bien le programme? OK. Je vais répondre plus à la façon de faire, puis après ça, je vais te laisser, Vanessa, peut-être au niveau de s'il y a d'autres mamans. Il y a des mamans qui font le programme, ça, je sais. Vanessa pourra vous donner peut-être des exemples ou des choses comme ça. Moi, je vous conseille, avec des petites filles comme ça, peut-être le faire à demi-temps. Mais vous pouvez le faire à temps complet aussi. À demi-temps, je vous dirais, comme je vous disais, c'est à peu près 2 jours par semaine. Il y a des cours, il y a certains cours qui s'offrent à distance, mais il y a des cours, entre autres, où il y a des laboratoires. Je pense à tous les cours qui sont d'évaluation clinique. Souvent, on va vous demander d'être présent parce qu'il faut aller au laboratoire. Surtout vous, je disais que vous vouliez peut-être intéresser par soins aux adultes. Donc, à ce moment-là, ça prend aller en pratique en laboratoire, mais c'est 1 à 2 journées par semaine que ça prend. Il y a des stages aussi qui se font en Estrie. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant pour vous. Là, cette année, entre autres, on a des stages en Estrie. Fait que peut-être ça peut être quelque chose qui est intéressant. Donc, oui, à ce moment-là. Puis Vanessa, je te laisserai dire par rapport au fait des étudiantes mamans. Il y en avait énormément dans la cohorte, là, à vrai dire. La majorité était plutôt parents. Là. On était vraiment une minorité, ne pas avoir encore d'enfants. Ça se fait très bien. Ils se supportent entre elles, puis même ceux qui n'ont pas d'enfants non plus, on les supporte. Donc, oui, ça se fait. J'en ai vu, puis j'ai des amis mamans qui ont gradué cette année. Ensuite, on demande, on mentionne, je serais intéressée à travailler à l'international, comme l'a fait Vanessa à la fin de son bac. En fait, tu as fait le profil international, Vanessa. Je me demandais si IPS procure des avantages grâce à l'autonomie que l'on gagne à faire la maîtrise. De plus, savez-vous si un des diplômes complémentaires serait plus avantageux? Personnellement, je ne sais pas, Christine, si je peux répondre. Oui, oui, vas-y, je compléterai après. J'ai juste j'ai un collègue qui travaille pour Médecins sans frontières et un moment donné, quand on a gradué récemment, en fait, là, on s'est parlé ensemble puis il me demandait si j'étais intéressée à aller avec lui. Donc, je crois qu'il pourrait peut-être avoir de l'ouverture, mais je ne peux pas plus m'avancer par contre. J'ai pas plus d'informations. Je ne sais pas au niveau de l'international, mais je vous dirais que c'est sûr que la pratique autonome aide à ce niveau-là. Entre autres, nous, on le voit beaucoup là, au Québec, on va le voir beaucoup dans les dispensaires, par exemple, que le rôle d'IPS va être utile dans ces contextes-là. C'est sûr que ce n'est pas la même chose nécessairement qu'à l'international, mais il va y avoir cette pratique-là. Il y a des stages aussi qui se font en dispensaire où vous pouvez pratiquer aussi cette approche culturelle-là qui peut être intéressante à aller valider en stage. Puis sinon, oui, c'est un peu les trucs par rapport à l'international que je vous disais. Puis pour la spécialité, c'est ça. Pour la spécialité, je vous dirais que là, c'est sûr que je parle pour moi, là, c'est sûr que santé mentale, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas ça que vous voyez le plus en communautaire ou dans l'international, mais ça serait première ligne, je vous dirais. C'est entre soins aux adultes puis soins de première ligne, j'irai avec les soins de première ligne parce que dans la communauté, à l'international, ce ne sera pas nécessairement dans des milieux hospitaliers. Ça va être beaucoup plus auprès des gens dans la communauté. Fait que ça sera entre ces deux-là. C'est soit santé mentale, si vous voulez vous diriger vers cette population-là en particulier qui vit des traumas ou des choses comme ça à l'international, ou si vous voulez plus être dans les soins physiques, ça serait la première ligne. Merci. Encore des questions sur les heures. Donc, on demande, en fait, il y a 2 volets, disons, 2 questions que je regroupe encore. Je suis infirmière dans un hôpital qui a pratiqué principalement sur des unités de médecine. Est-ce que nous devons avoir 3360 heures? Est-ce qu'elles doivent être diversifiées pour être acceptées? Et parallèlement, on demande aussi, est-ce que les heures passées comme monitrice peuvent être comptabilisées? Bien, ça dépend. Si, comme monitrice, vous étiez employée par l'hôpital. Excuse-moi, monitrice de stage. Si vous êtes monitrice de stage puis vous êtes employée par l'hôpital, bien, c'est sûr que vous allez avoir des heures travaillées parce qu'en comme monitrice, vous étiez quand même sur l'unité de soins. Donc, généralement, vous allez avoir des heures. Si c'était employé par l'université, par exemple, que vous étiez monitrice de l'université, il faudrait voir parce que ça, je ne suis pas certaine à ce niveau-là parce que les ressources humaines de l'hôpital ne vous donneront pas l'information. Si on pense aux heures dans une unité de médecine, si vous voulez vous diriger
en soins aux adultes, il n'y aurait pas de problème d'être sur des unités de médecine. Peut-être nous spécifier dans votre CV, c'est quoi les différentes unités de médecine que vous avez travaillées. Mais le fait d'avoir été dans un milieu hospitalier pendant 3 360 heures, ça serait suffisant à ce moment-là. Si vous voulez aller pratiquer en première ligne, bien là, à ce moment-là, si vous voulez faire IPS première ligne, là, ça va nous prendre un peu plus de détails. J'avais vu dans les questions aussi la question par rapport au fait que si l'employeur n'a pas marqué les unités sur lesquelles j'ai fait mon milieu ou j'ai fait ma pratique, si vous appliquez pour soins aux adultes, bien, si c'est en milieu hospitalier, vos heures, ça pourrait faire même s'il n'y a pas de détails. Par contre, si vous voulez aller en première ligne, si vous voulez aller en santé mentale, il faudrait nous spécifier, il faudrait essayer d'avoir le nombre d'heures que vous avez fait dans ces différentes spécialités-là pour être capable de confirmer que vous avez le nombre d'heures minimales en spécialité. Je vais prendre une dernière question parce que le temps file déjà. Donc, on demande si je n'ai pas le nombre d'heures requis pour entrer à la maîtrise. Est-il possible de faire plus tard un transfert ou une équivalence si je décide, par exemple, de faire un micro-programme dont quelques cours sont communs? Savez-vous si ça peut influencer l'accès à la bourse une fois dans la maîtrise? Encore là, je vous encourage à nous écrire parce que moi, ce n'est pas mon rôle principal des admissions. Donc, étant professeur, je ne suis pas au courant de tous les détails. Il existe des micro-programmes. Par contre, il faudrait voir au niveau des bourses, est-ce que ça peut jouer à ce moment-là? Je ne suis pas certaine si ça a une influence. Je ne sais pas, Vanessa, toi, si tu as entendu par rapport au fait que si les étudiants ont fait des cours au préalable, est-ce que ça joue sur les bourses que vous recevez? Non, ça ne joue pas sur les bourses. En tout cas, j'avais des étudiants qui avaient fait des cours pour alléger la maîtrise. Et puis, ça ne jouait pas sur la bourse aux dernières nouvelles. Mais là, OK. Fait que ça serait juste de valider à ce moment-là, là, de vérifier. Puis, c'est ça, parce que c'est sûr qu'il y a des cours de tronc commun qui se donnent, qui pourraient peut-être être faits au préalable, mais en même temps, ce qu'on vous demande, c'est d'acquérir une expérience clinique avant de venir travailler, avant de venir faire vos études. Fait que c'est sûr que si ça vous empêche de travailler un certain nombre d'heures, bien, ça ne vous aide pas non plus. Fait que c'est juste ça qu'il faudrait que vous voyiez. Fait qu'à ce moment-là, appelez-nous, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Christine et Vanessa. Donc, je vais juste repartager mon écran une dernière fois là, pour faire un petit rappel, en fait, là, de nos coordonnées si vous voulez nous rejoindre. Donc, la personne ressource à la faculté, en fait, ça serait Isabelle Daou, responsable à la gestion des études, ou aussi notre équipe là, de techniciens en gestion des dossiers étudiants. Donc, c'est des questions là, justement sur le parcours, sur les admissions, là, on peut y répondre. Et si vous avez des questions plus techniques sur le processus d'admission, bien, à ce moment-là, vous pouvez contacter justement là, les admissions. Et c'est sur le site web là, que vous voyez à l'écran que vous allez pouvoir faire votre demande. Alors, je vous remercie grandement pour votre attention et bien, on espère vous compter parmi notre cohorte à l'automne 2022. Alors, je vous laisse sur ce petit mot de la fin. Merci beaucoup.